Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Éditorialiste bien sûr, observateur très fin de la vie politique et puis homme de théâtre aussi, on peut le dire. Mais là, c'est pas l'homme de théâtre que j'invite, encore que dans ce livre vous citez pas mal d'auteurs. Oui. Ça s'appelle Les tyrannies de l'épidémie, donc nos libertés sacrifiées, Christophe Barbier. Vous dites quoi? La tyrannie bleue, de la trouille. Je vous cite, vous parlez bien sûr du Covid et vous dites c'est ça, on a préféré le corps sur les idées, sur la conscience. Nous avons tous préféré sauver notre petite vie biologique menacée par un virus inconnu plutôt que de vivre et de prendre des risques et d'être dans l'épanouissement d'un être social et culturel. On a préféré le repli à l'audace. C'est Benjamin Constant qui le disait, mieux vaut courir le risque de l'air libre que de vivre dans un souterrain. Nous, on a fait l'inverse. Oui. Macron nous a dit, nous sommes en guerre et on s'est tous planqués en obéissant aux ordres du gouvernement. Mais est-ce qu'on avait le choix, Christophe Barbier, face à cette épidémie qui menaçait, disait-on à l'époque, de tuer des centaines de milliers de personnes? Oui, on avait le choix. D'abord, on avait le choix de se poser la question et de réfléchir. Pas d'obéir immédiatement et de se confiner en ayant fait le plein de papier toilette et de paquets de pâtes, mais de réfléchir. Ensuite, lors de la première vague, pas de masque, pas de test, un virus inconnu, une pandémie comme nos générations n'en ont pas connu. Il fallait remonter à la grippe espagnole. On peut comprendre cette espèce d'instinct de survie, de réflexe d'autodéfense. Mais ensuite, il y a eu le déconfinement du mois de mai. Il y a eu l'été. On a réfléchi, on a beaucoup parlé de la deuxième vague, viendra-t-elle pas? Comment se fait-il qu'on se soit retrouvés finalement tout aussi démunis avec les mêmes armes, confinement ou pas confinement? Oui. On voit bien d'ailleurs que le corps social, il a un peu triché, il a un peu rusé, il a commencé à dire attendez, cette épidémie, elle touche pas tout le monde, faut pas la combattre de toutes les manières, et c'est pas pareil en Alsace ou en Bretagne, on demande un peu plus de finesse. Mais le gouvernement a mis des mois à répondre par la finesse à une épidémie aussi compliquée. Oui, mais vous dites, au-delà de ça, vous dites on a préféré finalement la santé uniquement comme une valeur suprême au détriment de la liberté. C'est le problème de notre époque, c'est qu'on est très attaché à la liberté, mais il y a des choses qu'on fait passer avant la liberté. Il y a la sécurité, dans la sécurité il y a la santé, et puis il y a l'égalité. Alors plutôt tous confinés, que certains ayant le droit d'aller vaquer à leurs occupations et à leurs plaisirs parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont aucun risque, et puis les autres, les plus âgés, ceux qui ont des risques, alors là, eux, ils doivent rester planqués, sinon ils vont engorger les hôpitaux. On a préféré une certaine forme d'égalitarisme au nom de la solidarité à la liberté. Et puis on s'est dit, mais solidarité, est-ce que c'est pas dans les deux sens ? Il y a eu la solidarité dans un sens, c'est-à-dire les actifs et les jeunes qui ont confiné le pays pour sauver les plus fragiles, et c'était tant mieux, et on a bien fait de le faire, on aurait eu 400 000 morts sans doute. Mais on peut se dire désormais, la solidarité, c'est qu'en attendant le vaccin, désormais, les plus âgés, les plus fragiles, ils se confinent, et uniquement eux, pour que les jeunes puissent suivre leurs études, s'amuser et rentrer dans la vie active. Oui. Et ça, c'est plus difficile à entendre comme discours. Ça a même été écarté tout de suite par le président de la République. Vous le citez d'ailleurs, qui a dit, Emmanuel Macron, c'est une solution qui serait très efficace, mais on ne le fera pas. Alors, il faut lui reconnaître qu'au mois d'avril, quand il a annoncé le déconfinement du 11 mai, il avait suggéré, les plus de 65 ans, on va rester confinés un peu plus longtemps. Tollé, quelle discrimination! Dans une société où la puissance électorale et économique des plus âgés est forte, le président a reculé tout de suite. Et puis en octobre, il a eu cette phrase mystérieuse, le confinement des plus fragiles est une solution pertinente mais insuffisante. Et il l'écarte. Donc on voit bien que ça le travaille. Et quand il annonce il y a quelques jours qu'il n'y aura pas de confinement tout de suite, c'est parce qu'il sait bien qu'une bonne partie de la société, notamment les jeunes, aspirent à la liberté et à l'activité. Oui. Oui, mais on va dire évidemment, il y a des victimes aussi parmi les jeunes, il y a des effets durables et secondaires. Vous dites, au fond, Christophe Barbier, vous dites c'est un choix, il faut vivre avec des risques. Bien sûr, il faut vivre avec des risques. Le président nous dit, il faut vivre avec le virus. Donc il faut entendre, nous devons aussi éventuellement mourir à cause du virus. Quand on prend la route, on vit avec la voiture, on sait qu'il y a des morts sur la route, mais on le fait parce que d'abord c'est une nécessité et puis on apprécie la liberté. Quand on fait du sport, on sait qu'il y a des accidents de sport. Les montagnards, ils escaladent des montagnes, ils savent que c'est dangereux, mais ils le font parce que quelque chose de plus puissant en eux aspire à cette ascension. Et là, par rapport à l'épidémie, c'est comme s'il était interdit de dire qu'il y a plus fort que la santé. Albert Camus, dans une pièce de théâtre consacrée à une épidémie, l'état de siège, fait dire à son héros « Ma vie n'est rien, ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. » Et nous avons abandonné nos raisons de vivre, l'idéal, la culture, la démocratie, on ne veut même plus voter,
au profit simplement de la vie biologique, c'est-à-dire de la petite sécurité sanitaire. Oui. C'est une erreur philosophique, on est en train de s'en rendre compte. Oui, oui, c'est une vie, vous la décrivez d'ailleurs, vous qu'on a acceptée, qui est une vie presque biologique, oui, uniquement destinée à préserver son corps et la durée de la vie de ce corps. Bien sûr. Mais pas dans le contenu, dans la vie. Bien sûr, ça serait quoi une vie dans une bulle stérile, loin de tous les microbes, loin de tous les autres, parce que les autres peuvent me transmettre des maladies. Ah oui, on vivrait peut-être 120 ans, mais on aurait une vie très très triste. Et puis de toute façon, quel que soit notre choix par rapport aux risques sanitaires, la vie se finit toujours par la mort. Ce qu'il faut, c'est avoir une vie pleine, une vie épanouie, et puis pouvoir être libre au moment de sa mort, ne pas la subir. Le seul qui a eu le courage de dire ça, plutôt la vie pleine que la vie nue, c'est André Comte-Sponville, dès le mois de mars, en ajoutant que lui, assez âgé, il considérait que il préférait vivre encore 20 ans, mais s'il devait mourir pour sauver ses enfants, il le ferait sans hésiter. C'était une parole taboue à l'époque. Oui. Les esprits bougent. Mais vous citez des chiffres, évidemment. Il y a quoi? Il y a 600 000 morts chaque année. En France, par exemple, 150 000 morts du cancer. Vous citiez 150 000 morts l'année dernière, si on met les compteurs à zéro du Covid. Et vous dites, au fond, ça n'était pas l'horreur qu'on a décrite. Vous comparez bien sûr à la grippe espagnole. Bien sûr, la grippe espagnole, c'est beaucoup plus de morts. C'est 50 millions sur la planète. La peste de 1348, c'est un Européen sur 3 qui meurt. 30% de la population qui disparaît. Donc vous voyez, c'était des pandémies qui étaient beaucoup plus apocalyptiques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la même conception de la vie. Aujourd'hui, la vie est sacrée. Au Moyen-Âge, la vie, c'était après la mort. C'était la vraie vie, c'était l'au-delà. Sur Terre, c'était pas une vie, c'était une épreuve que Dieu nous envoyait. Oui, et puis vous dites évidemment que les cancers tuent des enfants par ailleurs. Et par contre... Il y a des morts injustes. Une jeune femme qui meurt à 35 ans d'un cancer du sein foudroyant, un adolescent qui a une leucémie qui meurt, c'est révoltant, c'est un scandale. Une personne âgée qui meurt, c'est triste. Même si elle a 100 ans, c'est triste. Et les proches sont déchirés. Et nous sommes tous déchirés quand nous sommes confrontés à cela. C'est un chagrin, mais ce n'est pas un scandale. Ce virus a tous les défauts du monde, mais en frappant les plus âgés, il a respecté quelque part l'ordre naturel. Oui. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le combattre. Oui, c'est pour ça qu'on a raison de vacciner les plus âgés d'abord. Priorité au vaccin. Oui, ça peut être choquant de ceux qui nous entendent, qui disent au fond, une vie n'en vaut pas une autre. C'est ça que vous dites, Christophe Barbier? Une vie en vaut une autre. Mais la vie qui me reste à vivre n'a pas la même valeur si j'ai 18 ans ou si j'en ai 98. Quand j'ai 98 ans, ma vie, elle est derrière moi. Il me reste à faire une fin la plus belle possible. Quand j'ai 18 ans, j'ai tout à connaître. L'amour, le succès, l'entreprise. Et donc, chaque vie se vaut et il ne s'agit pas d'arbitrer. Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse épanouir sa vie. Or, depuis maintenant bientôt 1 an, on est en train d'écraser 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie pour les jeunes parce qu'ils vont devoir redresser les ruines économiques que nous allons leur laisser pour préserver les années de vie des plus âgés. Une société aussi riche que l'Occident actuel doit pouvoir faire les deux. Tout faire pour que les personnes âgées et fragiles vivent le plus longtemps possible et résistent au vaccin. Ça veut dire les confiner et les vacciner en priorité, mais tout faire aussi pour que les jeunes n'en payent pas le prix pendant 20 ans ou 30 ans. Et ça, on l'a un peu trop oublié. Nous avons trop hypothéqué le présent de nos générations sur l'avenir des jeunes générations. On n'accepte pas la mort. On n'accepte pas sa mort. Oui. On a dit, voilà, Dieu est mort, donc l'homme est éternel. Je suis immortel. Alors ça fait le succès des transhumanistes. Et puis quand un virus arrive, on dit à l'État... Sauve-moi de ce virus. Moi, j'ai rien à faire, c'est à toi de me sauver. Eh bien, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe la société, il confine tout le monde au nom de l'exigence de chacun d'être protégé. C'est pas une bonne lecture de ce que doit être une vie pleine. Une vie pleine n'est pas une vie nue. Oui. Le risque zéro n'existe pas. Ce qui est bien, c'est le risque calculé. Il ne s'agit pas d'être casse-cou, d'être kamikaze, de s'embrasser à pleine bouche alors qu'il y a un virus. Bien sûr, il faut prendre des mesures. Mais le risque zéro est une utopie et un mensonge. Le risque calculé, c'est de se dire, allez, ouvrir les musées, même s'il y a un petit risque, c'est plus important que les gens puissent voir. Mais bien sûr, il faut le faire. Mais bien sûr, on peut rouvrir les théâtres. On peut rouvrir les théâtres et les musées avec des mesures sanitaires, le masque, la distanciation, des jauges, avec éventuellement, quand on aura les tests salivaires, vérifier que des gens qui seraient asymptomatiques ne viennent pas au théâtre en étant contagieux sans le savoir. Un test dont les résultats sont disponibles en 10 secondes. Et puis peut-être dans quelques mois, avec la vaccination, il y aura peut-être fin mars, d'après Olivier Véran, plusieurs millions de Français vaccinés, notamment des Français âgés. Mais rouvrons les théâtres pour eux.
pour eux. Rouvrons les restaurants pour eux. Les restaurateurs seront ravis d'avoir des clients et eux, après avoir été confinés et enfin en étant vaccinés, seront volontaires pour aller dans les restaurants. Le vaccin, c'est pouvoir ouvrir toutes les portes, notamment celle de la culture. Oui, c'est notre regard au fond sur la société, sur la culture, sur l'art aussi que vous proposez quelque part, Christophe Barbier. Vous citez beaucoup, je disais, beaucoup d'auteurs, hein, et c'est vrai que il faut chercher comme ça. On retrouve d'ailleurs dans le passé des choses qui nous parlent pour aujourd'hui. Bien sûr, parce que les épidémies sont aussi vieilles que l'humanité. Quand Sophocle écrit Édipe roi, on est en 425 avant Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a eu une épidémie à Athènes. Donc vous voyez, ça habite l'imaginaire. Et puis il y a des philosophies à prendre dans le théâtre, dans le temps passé. Antonin Artaud, qui était un grand théoricien du théâtre, a rapproché le théâtre et la peste. Cette volonté de crever des abcès collectivement. C'est ça le théâtre et c'est ça la peste. Et il termine en disant, attention, nous sommes peut-être dans un monde qui se suicide sans s'en apercevoir. Et moi, je me demande si notre lâcheté collective, notre propension à nous confiner au moindre risque, ce n'est pas un suicide sans s'en apercevoir. On se dit ouf, on se confine, on va pas tomber malade. Mais ça fait tellement de dégâts dans la vie culturelle et économique que quand on aura chassé le virus, on s'apercevra qu'on est tous morts, qu'il n'y a plus de vie. Vous dites d'ailleurs, on se suicide pour ne pas mourir. Oui, c'est ça. paraît un paradoxe. Ce qui est un paradoxe, mais comme on veut garder notre santé, on tue tout ce qu'on est. On est un être culturel, on est un être sociable, on aime aller au restaurant, danser, chanter, faire la fête. On a renoncé à tout cela, tout ce qui fait notre vie. Pour sauver quoi ? Cet amas de cellules biologiques qui s'appelle un être vivant. Mais un être vivant, ça peut être aussi un animal. Je ne suis pas un chien, dit Camus. Ce qui compte, c'est mes raisons de vivre. Oui, mais derrière, il y a le risque juridique pour des hommes politiques comme Emmanuel Macron. Ça compte, oui. Parce qu'un mort, c'est un mort de trop. Bien sûr. Et une décision politique qui peut sauver ou pas une vie. Et puis nous sommes tellement révoltés quand l'un de nos proches meurt qu'on veut toujours chercher un responsable, un coupable. Et donc les politiques, mais aussi les fonctionnaires et un peu les médecins, chaque fois qu'ils ont une décision à prendre, dans leur tête, c'est « faut pas qu'on puisse me le reprocher, faut pas qu'on puisse dire c'est de sa faute ». Donc évidemment, un ministre, avant d'autoriser, il va chercher le risque judiciaire zéro pour lui-même. Un fonctionnaire, avant de donner le coup de tampon pour un vaccin, il va dire « oh là là, faites-moi encore des tests, c'est peut-être dangereux ». Résultat, on se désarme, on est plus lent que les autres, on s'en rend pas compte, mais cet excès de précaution pour ne pas avoir d'ennui, ne pas avoir à assumer des responsabilités, ça crée plus de risques que ça n'en supprime. Ouais. Mais au fond, si vous parlez de tyrannie, c'est le titre de votre livre, Christophe Barbier, vous dites aujourd'hui, on a accepté facilement la tyrannie. On s'est soumis. Et ça, quelque part... Vous savez, le tyran, c'est ça chez les Grecs de la Grèce antique. Le tyran, c'est pas le basileus. Le basileus, c'est le roi héréditaire. On le choisit pas. Le tyran, on le choisit. On désigne qui est le tyran et après, il a tous les pouvoirs. C'est un peu ça ce que nous avons fait. L'état d'urgence, c'est quoi ? C'est ouf. Prenez toutes les décisions, on va obéir. On va obéir pour notre bien, on vous fait confiance. Vous décidez, on obéit. Et donc, on s'est installé confortablement dans la servitude volontaire à obéir aux ordres d'un tyran démocratique qui veut notre bien. Personne n'accuse Véran, Castex ou Macron de ne pas vouloir le bien des Français. Mais en voulant notre bien à notre demande, est-ce qu'ils ne sont pas en train de supprimer l'essentiel ? La liberté d'aller voir une exposition, on le disait, de faire un voyage, de s'exprimer. C'est un risque démocratique, au fond, vous dites. Il y a un risque démocratique, oui. Montesquieu dit, on peut mettre un voile sur les libertés pendant un certain temps, comme les Romains voilaient les statues des dieux pour qu'ils ne voient pas les fêtes. Oui, mais un certain temps. Donc là, ça fait bientôt 1 an qu'on voile nos libertés au nom de l'urgence épidémique. D'accord, et on voit bien qu'il y a un problème épidémique. Mais il faut en sortir. À un moment, il faut que le Parlement, le Conseil des ministres retrouvent leur pouvoir de délibérer, de décider. Il faut que le citoyen retourne aux urnes et on ne cesse de repousser les élections. Attention, à un moment donné, la démocratie doit revenir, même si on n'a pas éradiqué tous les virus et qu'il y a encore quelques malades. Oui, mais qui peut dire on peut accepter X morts, c'est tolérable, quelques centaines, 200, 300, 500 ou au-delà, je ne sais pas. Voilà. Qui va décider de cela? Il va dire ça c'est acceptable. Où on met le seuil? Chaque année, vous le disiez, on tolère 150 000 morts du cancer. On tolère 3 000 morts d'accidents sur la route. Alors on lutte contre ça, mais on n'a pas dit stop, on arrête toutes les voitures tant qu'il n'y aura pas 0 mort. Donc à un moment, il faudra qu'un politique ait le courage de dire oui, il y a encore 100 morts par jour, 50 morts par jour, 1000 personnes en réanimation. Néanmoins, on reprend la vie normale. On lève toutes les contraintes. Restez prudents, portez un masque, mais il n'y a plus d'attestation, il n'y a plus de couvre-feu. On voyage où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Quelle politique aura ce courage-là
alors que les élections présidentielles et législatives approchent. Ça sera un bon moyen de distinguer le politicien peureux de l'homme d'État. Merci Christophe Merci Barbier. Voilà, le débat est ouvert avec vous. Les tyrannies de l'épidémie, nos libertés sacrifiées, publié chez Fayard. Merci beaucoup Christophe d'avoir été là. Merci.